Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Social Calling, Brigitte Gauthier, épisode 21. Pour elle, s'engager, c'est jouer collectif. C'est dialoguer, poser les cartes sur la table et s'appuyer sur les faits et rien que les faits. Vous allez écouter une histoire de vidéo virale, de véganisme et d'amour avec un grand A. Une histoire de Social Calling. Je pense qu'on s'était jamais projeté aussi loin que ça. C'est assez inattendu, inespéré, justement. Enfin, si on repart en 93 sur notre canapé, et d'aujourd'hui de voir que y a tant de personnes investies pour défendre les animaux, chacun à nos manières, c'est juste génial, quoi. Il y a quelques semaines, je me suis rendue dans un petit local planqué au fin fond du 19e pour rencontrer Brigitte Gauthier, la fondatrice de L214. Vous en avez déjà sûrement entendu parler de cette association qui est rapidement devenue le cauchemar des abattoirs avec cette première vidéo tournée en 2008 chez Charal à Metz pour montrer la maltraitance animale. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres des vidéos pour dénoncer les modes d'abattage, les méthodes de gavage, le broyage de poussins, les conditions de vie en cage des poules pondeuses. Bref, en une décennie, Brigitte Gauthier est en quelque sorte devenue la voix de la protection animale en France. C'est ce qui m'a donné envie de la rencontrer. Avec elle, j'ai voulu comprendre comment une simple conviction personnelle devient un engagement militant soutenu par près de 40 000 personnes et suivi par près d'1 million de followers sur les réseaux sociaux. Comment cette militante de la première heure, qui a mangé de la viande jusqu'à ses 20 ans sans se poser aucune question, a-t-elle réalisé un jour de 1993 la contradiction absolue qu'il y a entre le fait de manger de la viande et celui de respecter les animaux ? C'est très vague comme souvenir, juste Sébastien avec une bande dessinée. On est fan de BD, donc on dévore les bandes dessinées. Celle-ci tombe entre nos mains. C'est le Lama blanc de Jodorowsky qui retrace un peu la fresque de la vie de Siddhartha, donc de Bouddha. Il est en train de manger un morceau de lard d'un cochon qu'on a croisé, puisque c'est son grand-père qui l'a élevé dans la ferme familiale et qui l'a tué. Et tout à coup, il bloque sur une des bulles de la bande dessinée. Dans cette case de bande dessinée, on a un moine en pénitence à l'extérieur, mis à l'épreuve, et qui voit passer devant lui en fait d'autres moines qui portent justement la carcasse d'un cochon accroché sur un bout de bois, la tête en bas, etc. Et ce moine se fait la réflexion que finalement son sort est bien plus enviable que celui de ces animaux qu'on tue, etc. Et là, en fait, juste, moi, je vois pas la case de la BD, j'ai pas encore lu la BD, ou alors je l'ai lu et ça m'a pas marqué plus que ça. Et il dit, en regardant son morceau de lard, oh, mais c'est un cochon. Alors, va s'en suivre une conversation de quelques minutes. On n'en a aucun souvenir, ni l'un ni l'autre, mais la décision est prise de ne plus manger les animaux. Alors au moment où vous prenez cette décision avec Sébastien sur votre canapé, on est en 1993, il n'y a pas Internet, on est en Auvergne, il n'y a pas un seul végétarien autour de vous, mais vous décidez d'arrêter de manger des animaux. Ma question c'est comment est-ce que vous faites votre coming out végé auprès de vos familles, notamment la famille de Sébastien qui, je le rappelle, est petit-fils d'éleveur d'un côté et petit-fils de boucher maquignon de l'autre. Bon, Sébastien a toujours été vu un peu comme l'original de la famille, de toute façon. Et on expose très simplement le pourquoi du comment on ne va plus manger les animaux. On a des familles qui sont bienveillantes, chaleureuses, qui nous aiment et qu'on aime. Et du coup, ça se passe le plus simplement du monde. Ça fait des débats. Le grand-père nous dit, oui, je comprends. Enfin, vraiment, il entendait tout à fait le fait qu'on ne veuille pas faire tuer d'animaux pour les manger. Ça l'a pas du tout choqué. Mais notre engagement va grandir au fur et à mesure. On va faire des rencontres qui vont faire qu'on va s'engager davantage. On va être dans les fondatrices et fondateurs de L214.
Et du coup, oui, ça fait plus un pli maintenant qu'effectivement, c'est un engagement qui compte pour nous. Et nos familles sont là pour nous soutenir. Vous traversez quand même une sorte de désert et un isolement, puisque la cause animale, à l'époque, n'est ni un engagement militant, ni un engagement collectif. Comment est-ce que vous avez vécu cet isolement pendant 5 ans ? On a de la chance parce qu'on est 2. Et je pense que ça compte énormément, en fait, le fait de ne pas être si isolé que ça, de pouvoir échanger ensemble. La pression autour de nous, elle est quand même assez forte pour nous faire rentrer dans le droit chemin, dans la norme, parce que finalement, le fait de ne pas manger de viande pour ne pas faire tuer d'animaux interroge. On sent bien que on essaye de nous ramener, mais comme c'est encore le cas aujourd'hui, où on essaye un peu de marginaliser les personnes qui font vraiment le choix éthique d'arrêter d'exploiter les animaux pour leurs propres envies. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore actuel, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le développement d'Internet, des réseaux sociaux, on a plus facile de trouver d'autres personnes qui ont fait des choix similaires aux nôtres. Comment est-ce qu'elle se passe, cette découverte d'un activisme et cette découverte du spécisme? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, donc Sébastien ne veut pas faire son service militaire, donc il est objecteur de conscience. Voilà, je vous dis, c'était il y a très très longtemps. Et du coup, il cherche une organisation dans laquelle la faire. Alors on est déjà très engagé auprès de la Croix-Rouge, donc il va démarcher un peu à la Croix-Rouge et tout ça. Et la question environnementale l'intéresse beaucoup, à défaut de la question animale, où on s'est rapproché un peu, enfin surtout lui, des SPA, mais il trouve pas justement cette remise en question politique. Par ses recherches, il tombe sur la Maison de l'écologie à Lyon et en démarchant cette association très dynamique, il tombe sur, ils ont un petit magasin dans lequel il y a des brochures, des revues, et il tombe sur cette brochure « Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas faire tuer d'animaux ». Et là, il rentre super enthousiaste comme il sait l'être. Ça, c'est quelqu'un d'innovant qui aime partager avec enthousiasme ce qu'il découvre. Il me dit, on n'est pas tout seul. En fait, il y en a plein d'autres. Regarde ce que j'ai trouvé. Il a trouvé aussi les cahiers antispécistes. Du coup, de fil en aiguille, on va faire la connaissance des fondatrices et fondateurs des cahiers antispécistes et de tout un milieu, en fait, qui effectivement fait des tables d'information, va faire des communiqués de presse, est en train d'organiser cette marche pour l'égalité qu'on fera du côté de Strasbourg. Comment elle s'organise, cette marche de l'égalité? Alors, elle s'organise par des coups de téléphone, par des courriers envoyés avec les timbres collés. Enfin, vraiment, on est à l'époque où Internet débute tout juste. Enfin, ça se fait encore à l'ancienne avec des collages d'affiches, etc. Et on est effectivement 500 personnes. C'est pas mal. Et c'est pas mal du tout à dire, on se comporte mal vis-à-vis des animaux, on a une discrimination qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne reconnaît pas encore, qui est le spécisme, qui fait que parce que les animaux sont d'une espèce différente, leurs intérêts ne vont pas compter en face des envies les plus futiles des êtres humains. J'ai envie d'un burger, donc je tue une vache. Ça paraît complètement banal, logique, inquestionnable quelque part. Alors que c'est questionné depuis très très longtemps, puisque Pythagore, entre 2 triangles rectangles, se posait déjà la question de est-ce que vraiment c'est légitime de faire tuer des animaux pour les manger alors qu'on n'en a pas besoin? Il y a eu Léonard de Vinci, il y en a eu plein d'autres qui ont... en fait, depuis qu'on mange les animaux, on se pose la question de est-ce que vraiment c'est juste est-ce que vraiment c'est, entre guillemets, humain de faire tuer comme ça, de massacrer des animaux pour les manger? Quand je vous écoute, ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de colère chez vous, Brigitte. Non, je me rappelle pas d'un état de colère. Une révolte contre l'injustice, certainement, mais comme je pouvais l'avoir aussi quand j'étais bénévole à la Croix-Rouge devant... d'un côté la pauvreté de certaines personnes, la misère, et de l'autre côté des personnes qui sont ultra riches, ce déséquilibre au sein de nos sociétés. Et là, pareil, les animaux dans une détresse, dans une misère, dans un malheur absolument inimaginable, et de l'autre, des personnes finalement où on se rend pas compte, des personnes qui y contribuent, etc. Mais quelque part, c'est un système. Alors on peut être en colère contre le système, mais
C'est comme quand une machine à café veut pas vous donner votre café, vous pouvez donner un coup de pied dedans, mais enfin, alors, grosso modo, la machine, elle s'en fout, quoi. Enfin, c'est une colère qui est bien mal utilisée, quelque part. Autant prendre son tournevis et puis voir ce qu'il y a qui va pas. Voilà, quelque part, on est avec notre tournevis et puis on essaye de démanteler cette industrie de la viande qui nous rend complètement aveugles à la responsabilité que chacun de nous porte vis-à-vis des autres animaux. Mais effectivement, on a une démarche qui n'a pas de haine, pas d'agressivité. Et qui n'est pas non plus donneuse de leçons. Non, enfin voilà, nous on essaye de poser vraiment les cartes sur la... Mais comme pour nous, enfin je veux dire, jusque 20 ans, moi j'ai mangé de la viande sans jamais me poser aucune question autour de ça. Je vois bien que c'est difficile de se remettre en question. Et même si on a envie d'être cohérent, souvent on va se chercher des excuses pour rester cohérent, mais finalement, on est cohérent avec des attelles par-ci, par-là, pour essayer de tenir notre cohérence à peu près comme on peut, mais dans beaucoup de domaines de notre vie, finalement, où on a envie d'être des bonnes personnes à nos propres yeux, et où dans nos actes quotidiens, finalement, on implique des grandes souffrances pour les autres. Mais c'est vrai qu'on a des messages qui nous arrivent pour essayer de nous rassurer que oui, les animaux qu'on mange en France, c'est des animaux qui ont été heureux, pouf, et puis qui se retrouvent dans des barquettes. On va pas parler de l'épisode de l'abattage, parce que là, le malaise, il est très très fort. On se rend bien compte que pour pouvoir les manger, il a fallu les tuer. Et là, tuer avec respect. Alors des fois, on l'entend, ça, tuer avec respect, qu'on nous explique comment tuer avec respect un animal qui ne veut pas mourir, qui va résister, etc. Enfin, c'est juste impossible. On se raconte des contes de fées, quoi. Enfin voilà, le Père Noël, c'est nous qui l'avons inventé, ça c'est tout typiquement humain. La viande heureuse, c'est pareil. C'est un joli conte de fées. Quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que ça a été dur pour vous de vous faire entendre et par extension de faire entendre la légitimité du combat que vous portiez aux prémices et à l'aube du XXIe siècle? Oui, d'une certaine façon, c'était difficile. Mais d'un autre, je crois qu'on a vite montré qu'on était des personnes sérieuses, qu'on avait des dossiers étayés. Et les journalistes savent qu'ils peuvent s'appuyer sur les informations qu'on donne. On donne toujours nos sources, donc c'est pas compliqué finalement de vérifier ce qu'on dit. Et puis on a eu le renfort de personnes prestigieuses, toutes ces personnalités qui se sont engagées aussi par elles-mêmes ou à nos côtés aussi. Mais je pense à quand le livre de Jonathan Safran Foer sort, donc nous grosso modo on a le même discours que lui. Faut-il manger les animaux? C'est la question qu'on pose. Et quand on intervient dans des émissions de radio, on est un petit peu moqué, un petit peu, Sauf quand on sort une enquête, quand on a montré le broyage des poussins, plus personne n'avait envie de rire. Mais sur des interviews un petit peu plus globales, comme ça, sur faut-il manger de la viande, on est un petit peu bousculé. Et quand Jonathan Safran Foer sort son livre, qui dit à peu près la même chose que ce qu'on dit, qui décrit des scènes telles qu'on a pu le montrer dans nos enquêtes, les journalistes montrent un très grand respect vis-à-vis de lui, un intérêt pour les thèses qu'il défend et tout ça. Voilà, c'est un petit peu choquant. Mais quelque part, nous, on avait besoin de se faire cette légitimité, d'être reconnus. Et puis, peut-être cette question de monter dans les esprits et de montrer qu'effectivement, il y a une question extrêmement importante derrière tout ça, qu'on peut s'y intéresser sans être accusé de sensiblerie ou de je sais pas trop quoi. Et ça se fait petit à petit. Et là où vraiment il y a eu presque le point de bascule, ça a vraiment été 2015 quand on a montré les images de l'abattoir de Alès, où là, je crois que ça a choqué beaucoup ces conditions d'abattage. On les avait jamais vues de façon aussi crue, finalement, abattage avec, sans étourdissement, avec dioxyde de carbone, le pistolet à tige perforante, l'électronarco. Enfin, il y avait tout dans cette enquête qui permettait de mesurer l'horreur que vivent les animaux au moment de leur mise à mort. Puis le rythme effréné dans lequel ça se fait. Et puis ça a mis en lumière aussi les conditions de travail pour les ouvriers d'abattoir, effectivement. C'est comment d'être un lanceur d'alerte comme vous l'êtes, Brigitte Gauthier? Moi, j'estime pas forcément être lanceuse d'alerte. Nous, on va poser les cartes sur la table et puis finalement, les lanceurs d'alerte, c'est les animaux eux-mêmes, quoi, qui témoignent finalement de leur détresse au travers des images qu'on peut avoir. Mais voilà, c'est Mauricio Garcia Pereira qui est ouvrier à l'abattoir de Limoges et qui vient témoigner. C'est ce chauffeur de bétaillère qui vient nous raconter le calvaire des veaux nourrissons. C'est vraiment tous ces gens qui sont
eux-mêmes, aujourd'hui, pris dans le système, et qui vont venir vers nous en nous disant « mais moi, j'ai des choses à dire, je vais vous dire comment ma coopérative me traite, je vais vous dire auprès des banques combien je suis endettée, je vais vous dire que quand la tête de la FNSEA parle, en fait, elle parle absolument pas au nom de tous les éleveurs, loin de là. On est de plus en plus à se manifester, mais on a peur, on peut subir du harcèlement, des menaces, et du coup on n'ose pas témoigner à visage découvert. Nous, simplement, on relaye des messages d'alerte. Et jusqu'où vous êtes prête à aller pour défendre la cause ? Je sais pas, c'est une question un petit peu difficile. Aujourd'hui, je crois qu'avec l'ensemble des actions qu'on mène avec L214, et puis il y a d'autres associations qui font d'autres choses, on montre qu'on peut faire changer les choses par des actions qui sont plutôt pédagogiques, qui sont bienveillantes. Et c'est en ça qu'on croit. Donc jusqu'où on est prêt à aller ? On est prêt à aller jusqu'à montrer les images. On est prêt à aller rencontrer les éleveurs, participer. Voilà. Enfin, moi, je suis allée, j'ai été invitée à une grande conférence organisée par Ouest France où il y avait tous les représentants des syndicats agricoles, des éleveurs et tout ça. Et donc, j'étais au milieu des personnes qui se sentent attaquées, effectivement, par ce qu'on peut revendiquer. Et alors, ça s'est passé comment ? Ça s'est bien... Enfin, je suis encore là. Voilà. C'était assez rigolo parce que je crois qu'ils ont aussi une image fausse de ce qu'est L214, de qui nous sommes, etc. Donc, ça a duré toute la journée. Et dans la matinée, on descend, c'est la pause. Et il y a 2 éleveurs qui parlent derrière moi, qui disent « Ouais, il y aura L214 aujourd'hui. Si j'avais mon fusil. Voilà. » Et je me retourne et je leur dis « Écoutez, je suis juste devant vous. Donc, si vous voulez m'étrangler maintenant, c'est peut-être le bon moment. On est entre nous. » Et en fait, ils se sont trouvés un peu bêtes. Enfin, c'était pas... Je me suis pas inquiétée outre mesure, parce que c'est pas ceux qui parlent le plus. Le fait que vous soyez une femme, vous pensez que ça a changé quelque chose ? Non, parce que Sébastien aussi, il a un contact qui est super. Et puis toute notre équipe, elle est plutôt, je crois, très sincèrement engagée, extrêmement bienveillante, et que du coup, ça peut que bien se passer. Et après, devant ce congrès d'éleveurs et tout ça, effectivement, il y en a quelques-uns qui ont dit, nous, on va se lever pour vous montrer qu'on est opposé à vos méthodes qui consistent à montrer les images et tout ça. Mais je comprends aussi leur colère parfois aussi de se dire mais nous on nous a poussés à aller dans ce système et aujourd'hui on nous reproche d'y être alors que c'est ce qu'on nous a incité à faire. Voilà, mais nous il faut qu'on arrive à faire passer vraiment le message que c'est pas contre eux, etc. C'est vraiment contre un système. Et aujourd'hui ce système il faut qu'on le change ensemble parce que pour eux aussi il est critique ce système. Et puis effectivement on n'a pas la même vision. Eux ils voient peut-être des élevages où les animaux ont accès au plein air et où on va les tuer éventuellement à la ferme ou dans des abattoirs qui seront très très modernes et où les animaux ne souffriront plus de trop. Bon, ils seront toujours morts, mais en fait, peut-être moins méchamment morts que là. Et nous, la vision qu'on a, elle est que c'est pas possible en fait d'obtenir de la viande sans faire souffrir et mourir des animaux alors qu'on n'en a pas besoin. Et que on peut avoir un monde où on vit toujours avec d'autres animaux, mais vraiment dans dans un échange en bonne intelligence. Voilà, tu me tonds ma pelouse, moi je t'héberge. Voilà, enfin c'est pas. Voilà, on peut encore avoir des paysages où il y a des animaux paisibles qui sont là. Et aujourd'hui, on peut remarquer d'ailleurs qu'on voit très peu de cochons à l'extérieur. On voit encore des vaches un peu, parfois des moutons, mais la plupart des animaux sont élevés à l'intérieur. C'est 80% des animaux, c'est énorme. Sur le plus de 1 milliard qu'on tue chaque année, c'est finalement quelques individus qu'on peut apercevoir à l'extérieur. Les actions musclées de L214, elles donnent à voir donc toute cette violence subie par les animaux. Et ça contraste étrangement avec toute l'histoire de votre engagement qui démarre sur un coup de foudre amoureux, se poursuit sur un canapé où Sébastien est en train de lire une BD en mangeant un morceau de lard produit par son papy. Défendre une cause, c'est rétrospectivement plus facile à deux ?
Ah oui, oui, je pense qu'on a vraiment de la chance, mais c'est pas que à deux. Aujourd'hui, on est 40 000 membres, 2 000 bénévoles à peu près, 70 salariés, donc des personnes à qui on peut dégager du temps pour se consacrer à la question animale, ce qui était notre objectif de départ avec L214, de pouvoir consacrer du temps à cette question-là. Je crois que parmi vos sources d'inspiration figure Henri Spira, donc célèbre militant américano-belge pour les droits des animaux, à qui l'on doit notamment un certain nombre de préceptes qui ont été énoncés dans son livre « La théorie du tube de dentifrice ». Brigitte Gauthier, quel est le précepte qui vous a le plus marqué et que vous souhaiteriez partager avec nos auditorices ? Alors, c'est qu'il faut toujours garder un détecteur de conneries branché en permanence. Et ça, je trouve que c'est tout à fait juste de pas être tellement décalé de la réalité et des autres qui nous entourent. Que on va s'auto-satisfaire de ce qu'on fait sans avoir un regard critique sur chacune de nos actions. Il y a celui-là et puis il y a l'autre où il dit il faut pas diviser le monde. Alors lui, il utilise l'expression entre les saints et les pécheurs. Effectivement, on n'a pas un monde binaire avec d'un côté des gentils, de l'autre des méchants. C'est un monde qui est composé de plein d'individus très très différents les uns des autres et que justement, avec notre différence, peut-être on peut réussir à changer ce monde. Alors en parlant de détecteur de conneries, et ça sera ma dernière question, qu'est-ce que vous répondez quand on vous oppose que des gens meurent et que l'on a d'autres choses à faire que s'occuper de la cause animale ? Ne pas manger les animaux, ça n'a jamais empêché de secourir les autres. On a des très bons exemples d'ailleurs là-dessus, avec des personnes qui sont engagées aussi bien dans les causes féministes que dans la cause animale. Françoise Blanchon, qui est une des fondatrices des cahiers antispécistes, c'est une féministe extrêmement engagée. On a Mathieu Ricard, scientifique, moine bouddhiste, qui a monté une association qui vient en aide à beaucoup d'êtres humains. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. On n'est pas obligé de s'engager dans la cause animale. On peut très bien effectivement s'engager dans des causes qui apportent aux êtres humains. Moi, c'est là où j'ai commencé. Mais ne pas manger les animaux, comme ça on contribue quand même. Ce sont des causes qui se rejoignent. C'est comment on étend notre sphère de considération morale, notre sphère de bienveillance aux autres. Et c'est dans ce mouvement-là que s'inscrit L214. On ne veut évidemment pas de mal aux êtres humains, mais on considère que on ne devrait pas non plus vouloir du mal ou faire du mal aux autres animaux. Donc pour nous, c'est quelque chose de continu. C'était le 21e épisode de Social Calling. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Alice, militante pour le climat, engagée au sein du mouvement social écologiste international Extinction Rebellion. Je compte sur vous pour continuer à partager ce podcast. Et si vous entendez une histoire de Social Calling, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse callingsocial@gmail.com. Merci pour les commentaires, les encouragements et les petites étoiles, chers auditorices. À dans 15 jours.